Bonjour, je m'appelle Adrien et je suis administrateur système et réseau depuis 2016. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière ludique le réseau. Le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu aies une idée des différents termes utilisés et que tu puisses approfondir les différents concepts si tu le souhaites. Et aussi que tu arrêtes de faire une tête bizarre quand quelqu'un te parle d'un VLAN par exemple. Allez, c'est parti. On va commencer en douceur et y aller crescendo. Donc je te laisse lire le sommaire ici, tu feras pause si tu as envie de voir plus en détail. On va commencer par le but du réseau, tout simplement. En fait, le but du réseau, très simple, c'est de connecter un ou plusieurs ordinateurs ensemble. Donc un réseau très très simple, vraiment le plus basique, ça sera un ordinateur avec un deuxième relié par un câble et qu'ils arrivent à communiquer ensemble. Ça commence à être un réseau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par installer un simulateur de réseau pour mieux comprendre. C'est un petit logiciel qui va nous permettre de faire des réseaux sur schéma et en fait voir comment les différents éléments interagissent ensemble. Ça s'appelle Cisco Packet Tracer. Donc je vais aller sur netacad.com. On va créer un compte pour qu'on puisse télécharger ça. Et ensuite aller sur ce lien-là que je vous mets dans la description et télécharger la version que vous voulez de Packet Tracer. Ensuite, on va l'installer. Ok, c'est peut-être ça alors. Ah ouais. Ok, donc c'était le bouton vert qu'il fallait utiliser. Donc ça y est, nous avons Packet Tracer. Alors ensuite, on va commencer par faire ça en fait sur Packet Tracer pour vous montrer comment ça marche. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, mais non, si on va dans End Devices en bas à gauche, on prend un PC qu'on le met là, un deuxième. Et là, on a des câbles, on peut connecter ça. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un câble automatique. On va commencer par ça, un câble auto. Hop, hop. Et voilà, on a deux PC qui sont connectés. C'est magnifique. Donc, on peut cliquer sur ce PC et on peut le configurer de différentes manières. Bon, c'est un peu basique, hein, mais c'est censé simuler le PC. On a des modules, on a des machins. On peut aller dans l'onglet config et on peut configurer différentes choses. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aller dans l'interface Fast Internet 0, pardon, et ça c'est notre interface réseau. Ça c'est comme dans votre ordinateur à vous, vous avez un port Ethernet à l'arrière et vous avez une carte réseau. Là c'est la configuration de la carte réseau. C'est équivalent d'aller dans paramètres dans votre PC, aller dans Network Internet, Ethernet, et ici de renseigner ces paramètres là. On peut les éditer d'ailleurs et on peut changer tout ça. C'est la même chose, sauf que là c'est simulé. Donc on va renseigner une adresse IP quelconque. Ici on est obligé de le faire à la main parce qu'on n'a pas un serveur DHCP. Un serveur DHCP c'est quoi? C'est un serveur qui permet en fait de distribuer automatiquement des IP à vos machines. C'est ce que vous avez avec votre box internet de base. C'est elle en fait que l'ordinateur, quand vous le branchez à votre Wi-Fi ou à votre câble réseau, l'ordi, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un message à tout le monde en mode bonjour, je cherche un serveur d'HCP, il me faut une IP. Et votre box va lui donner une IP. On va lui donner une adresse IP 192.168.1.1. Normalement, je peux mettre du texte ici. Non, c'est pas ça. Ouais, voilà. Donc on va se le marquer là pour s'en rappeler. Hop. Et l'autre, on va lui donner 192.168.1.2. On va faire la même chose ici. Config. On va mettre l'IP au 192.168.1.2. Ok. Et là, on a deux PC qui peuvent communiquer ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Desktop et on peut simuler certaines choses. D'ailleurs, on pouvait configurer ça par ici, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, command prompt, ça nous simule un CMD en fait, comme on a ici, un terminal Windows. On peut taper ping google.fr par exemple. Pour tester la connectivité, ben là, on va faire un ping 192.168.1.2 qui est le PC qui est à côté et vous voyez il nous répond. Et en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont en train de communiquer. Ce qu'on peut faire aussi c'est cliquer ici sur simulation, pas temps réel, et en fait voir ce qui se passe quand on fait ping. Hop, voilà. Donc là on a lancé un ping, on voit le petit message qui part. Donc là pour que ça continue, hop, on va faire play. On voit que lui, il lit le message. Et il renvoie un message. Et là, on a les événements qui se sont passés. Et lui, il dit OK.
En fait, ça nous permet vraiment de voir ce qui se passe sur le réseau step by step. Donc là, on est en train de voir qu'ils sont en train de nous envoyer des pings. Donc, ping type ICMP, ça veut dire que c'est un ping. C'est ce qu'on a fait avec notre console ici. Vous voyez? Je vais remettre play. Comme ça, vous allez voir. Lui, il a reçu le message, il l'a renvoyé et tac, lui, il a vu que les 4 pings, en fait, ils sont passés. Voilà, c'est assez intéressant. On peut même aller voir exactement ce qui a été envoyé, etc. etc. Bon, enfin, c'est assez poussé quand même. C'est pas mal. Ok, donc on a vu comment interconnecter deux PC facilement. Alors, il y a une petite subtilité. On a différents types de câbles. On a un câble droit et croisé. En fait, ça va être quoi la différence? Aujourd'hui, on ne fait pas trop la différence parce que derrière, il y a des équipements qui nous facilitent la tâche. Ils nous font du décroisement automatique. Je crois que ça se dit comme ça d'ailleurs. Corrigez-moi si je me trompe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, l'outil de simulation, il nous a mis un câble automatiquement. D'accord? Donc, c'est un câble croisé. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer si on met un câble droit? Ah, comme ça, ouais. Je clique là-dessus et toc. Bon, j'ai enlevé le câble, donc là, ça ne communique plus. Et je vais prendre un câble droit que je vais connecter. Et là, ça marche pas. Il n'y a pas de lien. Pourquoi ça marche plus? Pourquoi il faut un câble croisé d'un PC à un PC? En fait, ce qui se passe, c'est au niveau de l'architecture. Comment c'est fait en fait un câble réseau, enfin la prise de votre carte réseau. Pour faire simple, imaginons que vous avez un câble pour la réception sur l'ordinateur et un câble pour la transmission. Donc la transmission, elle envoie vers l'autre bout du câble et la réception, elle les reçoit. En fait, pour que ça fonctionne, il faut que la petite patte de transmission soit connectée à la patte réception de l'ordinateur à l'autre bout et vice-versa. Comme ça, la transmission va dans la réception d'un côté et de l'autre, la transmission va dans la réception. Ça, c'est logique, quoi. Donc, en fait, il faut que ce soit connecté comme ça. Et les ordis, ils sont contents. Donc, on va voir ça. On va maintenant reconnecter ça avec le bon câble. Donc, on va prendre un câble croisé ici. Et là, ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant, on va voir ce qu'est un switch et à quoi ça sert. Alors, imagine une multiprise réseau. C'est littéralement ça, mais un peu plus compliqué. Ça va te servir à connecter plusieurs ordinateurs ensemble, en fait. Tu peux en mettre plus. Et ce qui est bien, c'est que le switch, en fait, il va automatiquement décroiser. On revient sur Packet Tracer. On va prendre un Network Device, switch ici, et on va prendre un 2960 par exemple, chez Cisco. On va enlever ce petit câble-là. Hop. Donc toujours cette petite icône en haut de supprimer ou alors vous pouvez appuyer sur Supr sur le clavier. Et ensuite on va prendre un câble droit ici. On va le connecter là par exemple. Et pareil là. Et là. Donc normalement ça fonctionne. On va refaire un petit ping. Pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi son problème à lui? Ben non, ben non, ben ouais, c'est bon normalement. Ah ouais, d'accord. Ouais, il met un peu de temps en fait, ok. Ça simule vraiment le switch, ce qui se passe derrière. Donc voilà, là ça fonctionne. Imaginons on veut mettre un câble croisé maintenant. All fun. Voilà, c'est up. Et de l'autre côté, on va attendre un peu et c'est up. Et du coup, là, si on refait un ping, ça fonctionne toujours. Donc tu vois, tu peux utiliser un câble droit au croisé avec des switches modernes. Normalement, il se démerde tout seul. C'est magnifique, c'est beau. Donc tu n'as même pas besoin de vérifier ça. En fait, l'avantage, c'est que ton switch, donc tu vois, il ressemble à ça. Ça, c'est l'arrière, ça, c'est le devant. Donc dans la vraie vie, tu peux acheter ce switch-là, hein, ça existe. C'est un truc de chez Cisco. Cisco est une grosse entreprise qui fabrique des équipements réseau. Bah forcément, ils ont fait un logiciel, ils ont mis leurs équipements réseau dedans. Ça fait marketing. Donc là, tu vois, tu as tous ces ports-là, en fait. T'as vraiment, tu peux connecter, alors c'est combien ça? 6, 12, 24 ports. Donc tu peux connecter 24 équipements différents là-dessus, quoi. Donc c'est pas mal. Pour un tout petit peu approfondir, je vais pas aller très en détail, mais juste pour te montrer à quoi ça ressemble, en fait, tu as un câble droit, ça ressemble à ça. Tu as les 8 câbles qu'il y a dans un câble RJ45.
enfin une prise RJ45 à un câble réseau plutôt, si on doit être exact dans les termes, qui sont droits en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un câble droit en français. Et un câble croisé, ça ressemble à ça. Tu as certaines pins qui sont au début de ce câble qui arrivent sur un autre pin à la fin de ce câble. Et d'ailleurs, tu peux le voir sur, je ne l'ai pas mis, si tu prends une photo d'un câble, ou tu prends un câble qui traîne chez toi et que tu arrives à voir les couleurs, et tu mets les deux côte à côte, tu vas voir que pas forcément les mêmes câbles de la même couleur arrivent de chaque côté. J'ai pris un exemple sur Google. Enfin, tu vois par exemple là, tu as le premier pin, il est blanc, et ben de l'autre côté, il est blanc et orange. Donc, etc., etc. Donc, tu peux voir en fait ce qui se passe d'ailleurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter quelques ordinateurs à notre switch, parce que c'est bien d'avoir un switch avec 2 ordis, mais bon, le but c'est quand même d'en avoir un peu plus. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre 2 PC de plus. Hop. On va les relier. D'ailleurs, je vais remettre des câbles droits ici parce que pour que ce soit uniforme. Hop. Et hop. Voilà. On va leur donner des IP, donc on va se les marquer ici. On va les configurer. Donc cette fois-ci, on va aller dans Desktop pour changer. IP configuration. Et on va le mettre là. C'est pareil, hein, c'est juste une méthode différente de le faire. C'est pour vous montrer qu'on peut le faire comme ça aussi. Donc là, je vais mettre 192.168.1.4. Et maintenant, ils sont tous connectés. Donc imaginons que lui, il veut aller voir lui. On va refaire un ping. Ping 192.168.1.2. Et il communique bien, il y a une réponse. Donc c'est magnifique. Donc jusque là, c'est pas compliqué. Un switch, c'est comme une multiprise. Alors la différence entre un switch et un hub, ça c'est une question que vous pouvez avoir un jour si vous êtes recruté sur un rôle d'admin système réseau ou admin réseau tout court. Les hubs aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est plus produit. C'est un vieil équipement qui existait il y a peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. En fait, la principale différence entre un switch et un hub, c'est que le switch, en fait, tu vas avoir un paquet qui arrive et il va l'envoyer directement vers la destination. Il va connaître, en fait, il va apprendre quels équipements sont connectés à lui et il va directement envoyer sur le port où l'autre équipement de destination est trouvable, enfin est connecté. La différence qu'un hub, c'est que le hub, en fait, c'est très, très bête. En fait, il reçoit un paquet et puis il l'envoie sur tous les ports sur lesquels il y a des équipements connectés. Le principal désavantage de ça, c'est non seulement que ça pollue le réseau, mais en plus, ça diminue les performances. Parce que forcément, il va devoir envoyer un paquet fois X, fois par exemple 3. Alors que là, le switch, il est beaucoup plus performant parce qu'il l'envoie directement sur l'autre, sur le port qu'il faut. Alors on va rentrer un tout petit peu plus maintenant dans ce qui se passe quand vous connectez un ordinateur au réseau. Chaque ordinateur a ce qu'on appelle une adresse MAC. Chaque carte réseau a une adresse MAC. Donc vous pouvez trouver la vôtre d'ailleurs si vous voulez. Hop, cmd, hop, ipconfig, /all sur votre ordinateur Windows. Et par exemple, moi j'ai cette carte réseau 10 gigabits et mon adresse MAC c'est celle-là. Et chaque carte réseau va avoir son adresse MAC. Donc là c'est des cartes virtuelles. Là j'en ai une autre, bon c'est une virtuelle aussi, mais elle a une carte, elle a une adresse MAC aussi. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe et comment ça marche cette carte, cette adresse MAC? En fait un ordinateur il va pas utiliser vraiment l'IP dans les entrailles de comment ça fonctionne. J'essaye d'employer des termes faciles à comprendre. En fait ce qui va se passer c'est que dans un même réseau, l'ordinateur va utiliser l'adresse MAC pour transmettre le message. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous faites un ping, par exemple, lui, il veut pinguer 192.168.1.4. Ce qui va se passer, c'est que la première chose que votre ordinateur va envoyer, il va envoyer une requête qui a cette IP. Donc il va l'envoyer au premier équipement qu'il a. Il va envoyer ce qu'on appelle un broadcast. Un broadcast, c'est un message à tout le monde. Et le switch va le propager à tout le monde. Celui qui a cette adresse IP dans ce réseau,
va renvoyer une réponse. Ah bah c'est moi en fait. Et mon adresse MAC c'est ça. Donc machin, c'est une adresse fictive hein, que j'ai utilisée. Comme tu peux voir, j'ai mis AA, BB, CC, DD pour faire simple. Ordinateur ABCD. Ça va. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que donc l'ordinateur D va lui renvoyer la réponse. Bah c'est moi. Donc lui il va dire ok, donc l'IP 192.168.1.4 correspond à cette adresse MAC et il va le stocker dans ce qu'on appelle sa table ARP. Donc une fois que l'ordinateur A connaît l'adresse MAC de sa destination, donc de l'ordinateur D, il va utiliser uniquement l'adresse MAC pour envoyer son message. Voilà, c'est ça le protocole ARP en fait. Il permet de découvrir qui y a sur le réseau et faire correspondre les adresses IP sur ce même réseau aux adresses MAC qui sont vraiment utilisées dans les entrées. Et on peut d'ailleurs voir ce qui se passe ici si on ajoute un... Voilà, on va recréer un ordinateur pour faire simple. Hop. Hop. Et on va le reconnecter. On va faire simulation. Déjà, on va voir ce qui se passe quand il se connecte. Hop. Donc là, il se passe un truc. Alors, qu'est-ce qu'il envoie? STP. Bon, ça c'est un protocole du switch à mon avis. Donc ça, on s'en fiche. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est quand on va mettre une adresse IP. 192.168.1.4. Ok. Ah, et là, voilà. Là, ce qui se passe, c'est que du moment que notre ordinateur, il a une IP, regarde qu'est-ce qui se passe, il envoie une requête ARP direct. Ok, donc il a reçu le ARP de la part de PC4. Oula, je voulais voir celui d'avant. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, bon, c'était d'accord, il a envoyé un ARP dès le départ. Est-ce que si du coup, lui, je fais un ping vers 1.4. Voilà, je vais voir ce qui se passe quand j'envoie un ping. Ok. Ah, j'ai pas mis pause assez vite. Donc c'est un ARP. Ouais, donc voilà, c'est bien ce qui se passe. Donc lui, il a envoyé une requête ARP en demandant mais qui est 1.4. Donc lui, il est pas, il drop le paquet. Lui, il est pas 1.4, il drop le paquet. Lui, il est bien. Toc, il renvoie. Qu'est-ce qu'on a dedans? Hop. Source MAC adresse 1C55. Source IP 1.4. Donc en fait, il répond tout simplement avec son adresse MAC dans le paquet, avec son IP dans le paquet, et il répond à ce qu'il a reçu donc de la part de lui. Donc lui, on peut voir, à mon avis, que si on va dans config, sa carte réseau, son MAC se finit par D008, D008, voilà, il répond tout simplement par adresse MAC. Et lui, du coup, ça y est, il connaît son adresse MAC. C'est magnifique. Et maintenant, il va envoyer l'ICMP, qui est un ping, tout simplement. Ainsi de suite. On va le laisser en real time. Et on va refaire une simulation. On va refaire la même chose ici. Par exemple, on va ping 192.168.1.2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il envoie de suite un ICMP. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il n'envoie pas un RP d'abord? En fait, ce qui se passe, c'est que ce PC-là, il a déjà dû communiquer auparavant avec ce PC-là. Donc, si on regarde mon petit schéma, ce qui se passe, c'est qu'il a dû stocker la MAC de l'ordinateur en question dans sa table ARP. Ce qui fait que il envoie tout de suite parce qu'il connaît déjà son adresse MAC. Et pour voir ça, on va faire un CTRL-C et on va faire un show ARP. RPA peut-être. Voilà, RPA. RPA, on est sur PC2. Et il a dans sa table le 1.2. D'ailleurs, ouais, j'aurais peut-être dû les renommer mieux parce que ça porte à confusion. Mais on est bien sur le 192.168.1.3 qui est lui. Et dans sa table ARP, il a déjà le 192.168.1.2 avec son adresse MAC qui s'appelle physical address aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans ça, dans la simulation. On va la remettre à real time. On va remettre simulation. Et on va refaire un ping vers un PC qui ne connaît pas, donc le 1.1 par exemple.
Et qu'est-ce qui se passe? On a du ARP. D'ailleurs, on a un autre protocole. On a de l'ICMP aussi. Je sais pas pourquoi il l'envoie en même temps. On va voir ce qui se passe. Ouais. Il envoie de l'ARP d'abord. Donc c'était juste un bug, je pense, d'affichage. Hop. Lui, il le reçoit. Il le redonne. Donc là, logiquement, il l'a pas encore. Tu vois, il n'a pas encore cette adresse MAC de lui dans sa mémoire. Mais regarde ce qui va se passer quand il va recevoir le paquet. Là, il l'a reçu. On fait flèche du haut RPA. Et là, c'est mémorisé. Donc bon, je pense que je peux pas être plus explicite que ça dans l'explication. J'espère qu'on n'a pas pris trop de temps et que tu as bien compris. Sinon, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Jusque-là, c'était assez facile. C'est là que ça va se corser un peu. On a compris que ça, c'était un réseau, par exemple. Et on a compris comment les ordinateurs ils communiquent entre eux sur le même réseau. Maintenant, on va hausser la difficulté, on va ajouter un deuxième réseau. Et comment l'ordinateur il sait que la destination de son paquet, donc d'un message qu'il envoie, est sur le même réseau que lui. Donc ici, on a un petit schéma qu'on va reproduire sur Packet Tracer dans 2 secondes. On a un réseau avec 2 ordinateurs reliés par un switch et un deuxième réseau. Et entre les deux, il y a un routeur. En fait, le routeur, ça va être l'équipement qui va être capable de transmettre les messages d'un réseau à l'autre. Ok? Jusque-là, ça va? Donc, là, notre réseau, c'est 192.168.1.0/24. Alors, /24, c'est le masque de ce réseau. Je vais l'expliquer prochainement. Pour l'instant, on va garder ce masque par défaut. C'est le plus commun, on va dire. Et on a un réseau qui finit par 2.0/24. C'est 2 réseaux différents. Ok? Donc, notre routeur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une interface réseau dans notre réseau A, qui du coup finit par 1.254, et il va avoir une interface réseau, donc une carte réseau, une vraie carte réseau, elle a une adresse MAC et tout, comme si c'était un ordi en fait, avec une carte réseau, c'est juste que lui il en a 2. Une deuxième qui finit par 2.254 qui est dans l'autre réseau. Ok. Donc en fait ce qui se passe, ça je vais t'expliquer dans 2 petites secondes. On va reproduire peut-être le schéma d'abord. On va prendre ces PC, on va les supprimer. Ok. On va copier-coller ça. On va le mettre là. On va renommer correctement ordinateur A, B, C, D. Ok. Ensuite, on va leur donner les IP. Je ne sais pas si j'ai fait déjà ou pas. 1.1. Donc, le masque /24 correspond à 255.255.255.0. Je vais te l'expliquer pourquoi un tout petit peu plus tard. Juste fais-moi confiance pour le moment. Ici, pareil. 1.2 du coup. Donc, jusque là, on est bien. Avant de mettre le routeur, d'ailleurs, on va mettre ça aussi sur notre schéma, quitte à aller jusqu'au bout. Donc avant de mettre le routeur, on va tester déjà si lui communique avec lui et lui avec lui. Voilà, pour commencer. Donc on va ouvrir son terminal de l'ordinateur A. On va faire un ping 192.168.1.2. Ok, parfait, ça fonctionne. On peut faire CTRL-C pour arrêter la commande en cours. Et ici, on va faire la même chose. Donc on va ping 192.168.2.2, pardon. Donc on veut voir si lui, il arrive à parler avec lui. Tout va bien. Ils communiquent ensemble. Ok. Maintenant, on veut communiquer de là à là. Il n'y a pas de connexion ici. Donc on va ajouter un routeur. Donc on va dans Network Device, routeur. On va prendre le premier de la liste. Routeur 0. Ok. Et on va le connecter au switch ici. Hop. Et au switch là. Donc pour le moment, ça ne fonctionne pas. On va aller dans la config de ce routeur. Oh, il est en train de booter, de démarrer, pas de souci. Il faut qu'on attende un peu visiblement. Ok, on peut revenir dessus, ça marche. Ok, donc on a 3 interfaces.
Alors d'ailleurs, il s'est connecté à quoi physiquement? Où est-ce que je peux voir ça? À quoi on a connecté ça? Alors on va faire autrement. On va enlever ces câbles. En fait, il ne nous permet pas de voir comment on l'a connecté. Je suis sûr qu'il y a quelque part une liste, mais je ne sais pas où. On va prendre un câble droit. Ici, on va le connecter à Gigabit Ethernet 02. Et lui, ça va être 000. Donc, première interface. On va la configurer. Donc, on va lui donner une IP. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis 1.254. Donc, on va le marquer. 192.168.1.254 ici. Et 192.168.2.254 de ce côté-là. Donc, ça, c'est là. Et ça va être là. Donc on va configurer l'interface 000 à laquelle on a connecté ce switch là. On va lui mettre donc l'IP qu'on a dit. C'est comme si c'était un ordi sur notre réseau avec le masque. Parfait. D'ailleurs, vous pouvez voir ici les commandes qui sont utilisées sur un routeur Cisco pour mettre les adresses IP. Si vous n'avez pas d'interface graphique, il y a des possibilités comme ça de paramétrer ça par ligne de commande. Donc là, c'est bon. Alors, pourquoi c'est down? Pourquoi ça marche pas? Là, normalement, ça devrait fonctionner. Ah, on n'a pas mis le port on, tu vois. Juste ici, par défaut, il est pas on. Ok. Parce que là, ça va. On va connecter, pareil, Gigabit Ethernet, pardon, 02 à là. Gigabit Ethernet 001. Ok. Et on va revenir dans la config de notre switch. Et on va aller dans l'interface Gigabit Ethernet 001. On va lui donner une IP 192.168.2.254. Et on va l'allumer. Et on va attendre que ça devienne vert. Ok. Donc tout est vert. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'envoyer un message de cet ordinateur-là qui est dans ce premier réseau à celui-là. Et on va voir ce qui se passe. On va prendre la simulation. On va se mettre en mode simulation. Et on va envoyer donc un ping 192.168.2.1. Entrée. Ok. Que se passe-t-il? On a un ICMP. Oula. Ah oui, d'accord. Lui, il fait sa vie. Ça marche. Ok. Bah, en fait, il a voulu envoyer un ICMP, mais il ne s'est rien passé. Pourquoi? Pourquoi il ne se passe rien? On va remettre en real time comme ça. Tu vois ce qui se passe sur l'ordi. Timeout. Mais attends, on a mis le routeur et on a interconnecté les deux. Pourquoi ça marche pas? Alors, ça ne marche pas parce que cet ordinateur-là, il n'a pas toute sa config réseau. Si tu vois l'IP configuration, il a son IP, il a son masque. Donc en fait, grâce à son masque, tu vois, il y a une petite chose à savoir, c'est que quand c'est 255, il sait que là c'est son adresse réseau. Quand là c'est 255, là il sait aussi que c'est son adresse réseau. Et quand là de nouveau c'est 255, c'est son adresse réseau. Voilà. Si là c'est 0, il va pas regarder ces derniers digits. Il sait que en fait, du coup, ces trois digits là, ces trois numéros là, c'est son adresse réseau. Donc, quand on va essayer d'envoyer un message à un ordinateur dont son adresse IP commence par la même chose sur ces trois numéros là, il sait que c'est sur son même réseau et il va directement envoyer le message avec l'utilisation de l'adresse MAC en faisant de l'ARP comme on a vu avant. Ok. Mais là, ce qu'il a vu, c'est que le dernier digit, le dernier numéro, c'est pas un 1, mais c'est un 2. Donc c'est plus son adresse réseau. Donc en fait, il se dit, ah ouais, mais du coup, donc faut pas que je l'envoie à lui. Donc je l'envoie ailleurs. En fait, il va l'envoyer à sa route par défaut. Sa passerelle par défaut, qui est là, default gateway. Sauf qu'on ne l'a pas configuré, donc on ne sait pas qui est sa passerelle par défaut. Et sa passerelle par défaut, ça va être ce fameux routeur qu'on a ajouté ici, qui va servir
d'interface, de passerelle entre deux réseaux. C'est pour ça que ça s'appelle une passerelle d'ailleurs, tu vois, c'est intelligent les mecs qui ont conçu le réseau. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'adresse ici. Il faut que ce soit une adresse dans le même réseau absolument, la passerelle, sinon ça ne marchera pas. Ok. Et grâce à ça, il saura qu'il faut envoyer ce message-là. Ok. Alors, est-ce qu'on va tester si ça fonctionne maintenant? Donc, on va refaire un ping. Je vais faire flèche du haut pour rappeler la dernière commande que j'ai tapée. On va faire entrer. Ça marche toujours pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder en simulation qu'est-ce qui se passe. Flèche du haut, ping. Ok. J'enlève ça, je vais regarder. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un SMP. Ok, là ça part. C'est déjà mieux qu'avant. Ok, ça part au routeur. Puisque là c'est parfait. Ça part là où il faut. Ça part super, ça arrive à la destination. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un drop. Alors pourquoi il y a eu un drop? C'est parce qu'on a oublié aussi. Donc, je reviens en real time. On a oublié sur ce PC là de faire la même chose. Parce que lui, il n'a pas sa passerelle. Il ne sait pas par où il doit passer pour renvoyer en fait. Il a bien reçu le message, mais il ne sait pas à qui il doit, comment il doit renvoyer ça. Donc on va lui mettre la passerelle de son côté. Ok. Et là on va refaire ce ping. Et là ça fonctionne parfaitement bien. Ok. Donc on va revoir ça en simulation. Je le relance. Hop. On va l'accélérer un peu. Et voilà, notre message arrive parfaitement bien là où il faut. Ok, deuxième cas de figure. Cet ordinateur-là, on va regarder sa table ARP. On va lui aussi mettre la passerelle parce qu'on ne l'a pas fait. Ça va faire sur tous les ordinateurs hein, à la main. Et on va revenir sur ça et on va aller taper ARPA. Ok, il n'y a rien. Donc forcément, si on fait un ping 192.168.1.1 et on refait ARPA, forcément on le trouve, mais vu qu'il doit stocker une adresse MAC, qu'est-ce qui se passe si on fait un ping ici? On va voir ça tout de suite. On remet en mode simulation et on va faire un ping vers 192.168.2.1 et on va observer ce qui se passe. Il nous envoie une requête ARP. Ok. Donc vers le switch, ok. Lui, il dit, bon, bah c'est pas pour moi. Lui, il a reçu et il renvoie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme l'ordinateur, il sait que la destination n'est pas sur le même réseau, il adresse son paquet à sa passerelle qui est 192.168.1.254. Donc en fait, ce qu'il fait dans son protocole ARP, il ne cherche plus l'ordinateur de destination, mais il cherche sa passerelle par défaut. Donc il fait la même chose. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il a stocké, si j'annule ça, et je refais un ARPA, il a stocké en fait l'adresse de sa passerelle dans sa table, qui est son adresse MAC à lui, donc on peut aller voir. Si je vais sur Gigabit Ethernet 0, qui est cette interface-là, on peut voir que l'adresse finit par DE01 et l'ordinateur B, c'était l'ordinateur B qu'on veut. DE01, donc c'est bien ça. C'est aussi simple que ça. Et comme vous pouvez constater, comme lui, il a deux interfaces réseau, chacune a une adresse différente. Regardez, là, ça finit par DE01 et là par DE02. En général, ça se suit pas. Hein. Dans la vraie vie, les adresses MAC, elles sont complètement différentes, très souvent. Voilà, j'espère que ça a été facile à comprendre. Surtout, n'hésite pas à me dire dans le commentaire si tu n'as pas compris quelque chose. Maintenant, on va comprendre pourquoi ce masque, comment ça marche en fait. Comment il sait que ça c'est sa partie réseau, ça c'est sa partie haute, etc. Avec quoi ça se mange. Donc,
On va prendre cet ordinateur-là, l'ordinateur A, pour mon exemple. Son IP, c'est 192.168.1.1. Et son masque, 255.255.255.0. Aussi noté /24, en fait. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est comme je t'ai dit, l'ordinateur, il va regarder son masque, et quand il y a un 255 ici, il va dire, ok, bah ça c'est ma partie réseau. L'appareil 255, ça c'est ma partie réseau. 255, ça c'est ma partie réseau. Ok, donc ça veut dire que si la destination, ces trois choses-là correspondent au niveau de l'IP de destination, ça veut dire que c'est sur le même réseau. Donc je peux envoyer directement. Si c'est différent, je vais envoyer ailleurs. Et la partie en vert que j'ai mis là, qui ne correspond pas au masque, qui est, tu vois, le masque est à 0 ici, ça s'appelle la partie haute. Et ça, c'est l'IP, on va dire, de ta destination. C'est un peu comme dire, est-ce que tu habites dans la même rue? Sinon, je vais envoyer ça par la poste. La poste est notre routeur. Tu vois, si tu es dans la même rue que moi, imaginons, je sais pas moi, tu veux envoyer une lettre à ton pote. Toi, tu habites 6 rue Tartampion et lui, il habite 10 rue Tartampion. Ok, donc on va dire que c'est sur le même réseau, même rue. Donc tu vas aller lui donner la lettre en direct. D'accord? Tu vas aller au numéro 10. Mais ce numéro 10 ou ce numéro 6, c'est comme cette partie haute. Maintenant, imaginons que tu vas envoyer une lettre à un pote qui habite rue Dupont, 6 rue Dupont. Bah, la partie haute de sa rue, ça va être 6, qui est là. Mais du coup, tu vas passer par la poste, qui est notre routeur, parce que t'es pas dans la même rue, c'est un peu loin, quoi. Voilà. Si, j'espère que cette métaphore t'a aidé. Ok. Alors, comment ça se passe? C'est qu'en fait, en réalité, derrière, l'ordinateur, il prend 192 et il le multiplie par 255. Ah, tu vas me dire, mais ça n'a aucun sens. Si je prends une calculette, ça n'a absolument aucun sens. Je prends 192 fois 255, ça me donne 48 960. De quoi tu me parles, en fait? Alors, c'est parce que 255, c'est une traduction du binaire. 255 en binaire, regarde, j'ai une calculette à la fiche du binaire, c'est que des 1. Et quand tu multiplies du binaire par du binaire, des 1 par des 1, ça fait 1. Donc regarde ce qui se passe. Si je prends du binaire comme ça, et que je fais fois 1, 1, 1 par exemple, bah, ça me fait du binaire. Ça me fait... alors qu'est-ce que j'ai tapé moi? Attends, on va reprendre l'exemple. On va faire décimale 192, qui en binaire donne ça. Ok. Fois que des 1, donc 8 fois 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Entrée. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, mais il m'a fait de la merde. On va recommencer. Je vais y arriver. Ok. Fois 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, bon. Je sais pas pourquoi il me fait pas ça comme il faut, la calculette, là. Ça, je dois pas taper les bonnes choses. Mais bon, crois-moi sur parole que... Tu vois ici, d'ailleurs je l'ai expliqué, ça fait la multiplication. Ici que l'adresse réseau, c'est ça. En détail, ça donne ça. 192 qui correspond à ça en binaire, multiplié par que des 1. En fait, quand tu multiplies des 1 par des 1, ben en fait, 1 fois 1 ou 2 fois 1, c'est toujours égal à 2, tu vois. Enfin, exemple très bête sur du non binaire que tu connais. Si je prends 250 fois 1, ben c'est toujours 250, tu vois. Ben là, c'est pareil, en fait. Si tu prends 192 et que tu le multiplies par 1, qui ici est 255 en binaire, ben en fait, tu vas toujours retrouver 192. Là où ça se corse, c'est si tu n'as pas 255 ici, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, cette notation /24, ça s'appelle la notation CIDR. Alors, CIDR au cidre. À ne pas confondre avec l'alcool. Merci. Je vous ai vu venir. En fait, cette notation-là, elle va juste dire combien de bits sont à 1. Donc ici, tu vois, si on compte, on a 8, 16, 24 bits à 1. Ça va être 1/24. Ici, on n'a que 16 sur un masque à 255.255.0.0. Du coup, ça va être
/16. On va revenir sur les classes réseau. Donc il y a des notations de classes réseau, classe A, B, C. Pourquoi les utiliser? Donc ça va revenir à pourquoi on utilise tel masque ou tel masque. Et aussi les réseaux qu'on peut utiliser en privé. Pourquoi c'est une mauvaise idée de mettre autre chose que ces 3 classes-là en fait? Donc autre chose pour le privé, hein, pour chez vous je parle, ou dans une entreprise, pas sur internet. Donc moi j'ai pas mis 192.168, j'ai mis 167. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'en mettant une adresse comme ça, elle existe quelque part sur internet. Donc ce qui peut se passer, c'est quand votre ordinateur va vouloir joindre ce serveur-là sur internet qui s'appelle 192.167, en fait, vous allez aller sur une page internet qui a cette adresse IP. Et en fait, vous n'allez pas l'atteindre parce que vous allez atteindre votre réseau qui est à 192.167 à la place. Ça va faire un micmac. D'où l'importance en fait en interne d'utiliser des plages IP qui sont globalement connues comme des plages IP privées que vous pouvez utiliser dans votre réseau. Ces plages IP sont donc en classe C, donc en /255. Dans une classe C, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel réseau qui commence par 192.168 0 jusqu'à 255. Ça va être votre réseau. Et après, la partie haute, c'est 0 à 255. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir avoir jusqu'à 254 hôtes sur ce réseau. Donc, par exemple, 254 ordinateurs, routeurs et autres équipements qui ont une adresse IP. Pourquoi 254? Comment ça se calcule? C'est qu'en fait, vous faites 2 puissance 8. 2 puissance 8. 256. Voilà. Vous allez pouvoir avoir 256 hôtes moins 2. Alors pourquoi moins 2? Parce que vous avez 2 adresses qui sont réservées dans un réseau. Vous avez l'adresse du réseau, qui est en fait celle-là. Enfin, avec un 0, c'est la toute première. Et la toute dernière qui est réservée comme adresse de broadcast, comme un message que vous voulez envoyer à tout le réseau, tout simplement. Donc vous avez toujours moins 2 sur le nombre d'hôtes que vous pouvez utiliser. Sur une classe B qui est du coup un /16, 255.255.0.0, vous allez pouvoir utiliser 65 534 hôtes. Et ainsi de suite. Et en fait, vous allez utiliser la classe réseau, enfin le masque réseau qui vous correspond le plus. Peut-être dans votre petit réseau domestique, vous n'avez pas besoin de plus que 254 hôtes. Mais peut-être que dans un réseau énorme, un /16, donc 255.255.0.0 sera mieux parce que vous allez avoir beaucoup plus d'hôtes, en fait. Tout simplement. Alors, vous pouvez très bien utiliser un réseau classe B avec un masque 255.255.255.0. C'est pas un problème, c'est juste des préconisations. Alors, du coup, on va passer sur des recommandations de sécurité. Vous vous dites, mais ce qui serait génial, en fait, dans une entreprise, c'est que vous mettez un /16, vous avez 65 000 hôtes, et vous mettez tout sur le même réseau, comme ça, c'est pas compliqué à configurer. Vous n'avez pas besoin de faire des routeurs, des choses comme ça, enfin, pour que ça communique ensemble, c'est plus simple. Alors, pourquoi pas faire ça? Donc, tu vois, un seul réseau, par exemple, tu vas avoir la compta, la RH, la direction, les serveurs, etc., qui communiquent ensemble. Ce qui va se passer, c'est qu'un ordinateur infecté, par exemple, qui se prend un ransomware, il va pouvoir facilement communiquer avec tout le monde sans aucun problème, sans aucun contrôle de flux. Donc ça pose un problème parce que tu vas très vite te retrouver avec tout ton réseau infecté. Tu vas aussi avoir des problèmes de performance parce qu'ils vont tous vouloir se parler ensemble. Si tu as 65 000 ordinateurs qui se parlent en même temps, tu vois, c'est comme quand tu rentres dans une pièce où il y a 30 personnes et tout le monde se parle, ça fait un brouhaha, personne ne comprend ce qui se passe, c'est bruyant quoi. Versus si tu prends ces 30 personnes, tu les sépares chacune à 2 dans une pièce, bah là, chacune parle dans sa pièce et aussi ce qui est dit dans une pièce ne va pas être entendu dans l'autre. Tu vois, c'est le même principe. Ok. Donc ça permet de limiter des dégâts, de ne pas tout mettre dans un seul réseau, d'améliorer la performance et de séparer les choses, c'est-à-dire que ce qui est dit en compta ne va pas être entendu par les RH et vice-versa, ce qui est dit dans la direction par exemple ne va pas être entendu par les RH, etc. etc.
Pour cela, en fait, on va utiliser un type de routeur un peu spécifique qui s'appelle un pare-feu. Et en fait, ce pare-feu, il va posséder des fonctionnalités qui vont permettre déjà de loguer ce qui transite par ce pare-feu. Donc, par exemple, quand la compta veut parler à la direction, on peut le loguer. On peut dire, ok, lui, tel ordinateur a essayé de dire ça à tel ordinateur de la direction. C'est vachement utile. On va pouvoir utiliser des fonctionnalités de ce pare-feu qui sont par exemple antivirus. Il va vérifier si ce qui est envoyé de la compta ou de l'ordinateur infecté vers la direction n'est pas infecté. On va avoir ce qu'on appelle un IPS, Intrusion Prevention System, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est un système qui permet en fait d'analyser de comment cet ordinateur-là va parler à un autre et voir s'il n'y a pas des choses suspectes et peut-être les bloquer, etc., etc. On va pouvoir aussi bloquer dans ce pare-feu certains ports qui sont pas ouverts. Dans ce réseau-là, tout est ouvert, à part peut-être le pare-feu Windows qui vous les bloque. Ben là, on va pouvoir dire qui a le droit de communiquer comment avec qui. On va pouvoir dire que par exemple la compta, elle a le droit de, je sais rien, faire un ping sur la direction, mais elle n'a pas le droit de faire un ping sur les RH. Ok ? Donc voilà pourquoi c'est important en fait de séparer en plusieurs sous-réseaux vos entreprises. Enfin, ou même chez vous, hein, ça peut être intéressant. Même si en général vous avez qu'un seul réseau chez vous pour la facilité. Là ça devient un peu plus costaud encore. On veut interconnecter plusieurs réseaux ensemble. Donc on a 3 réseaux, 1, 2, 3, qu'on veut, et on veut pouvoir communiquer par exemple entre celui-là à celui-là, et entre celui-là à celui-là. Comment on peut faire ça? On va aller voir sur Packet Tracer tout de suite. Donc je reviens sur Packet Tracer, j'ai mon réseau, et on va se rajouter un deuxième réseau. Donc en fait on va tout simplement prendre ça et on va le copier-coller ici pour faire simple. On va connecter ça à ça. Donc lui peut s'appeler routeur 1 par exemple. Hop. Et donc ici on va lui donner une adresse IP, on va dire 167.253 de ce côté là. Et ici on peut faire un réseau, bon c'est pas des vrais réseaux, mais c'est pas des vraies adresses que je donnerais normalement, mais pour simplifier, 166, 255, 254. Et lui pareil, 166 0.1, 166 0.2. Et ça va être notre réseau 166 0/16. Voilà. Bon, c'est pas bien au milieu. Hop. Mais c'est pas grave. Donc là, on a notre réseau donc de ce côté-là et de ce côté-là. Hein, ça fait tout ça. 167. Ici, on a notre réseau 168. Et ici, on a un réseau 166. Alors, pour communiquer de ce réseau-là qui est au milieu des deux vers celui-là à gauche ou celui-là à droite, ça va pas poser de problème. Là où ça va nous poser problème, c'est si on veut passer de ce réseau-là, donc 192.168, à celui-là, 192.166. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va envoyer un paquet à notre routeur, à notre passerelle, en direction du réseau 166, ben lui, il n'est pas connecté en direct, donc il ne sait pas où il doit l'envoyer. Il va drop le paquet en disant bah, « Je ne connais pas la destination, mon ami, je ne sais pas où est-ce que tu veux que j'envoie ça, quoi. » Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ajoute une route. Il faut qu'on ajoute une route dans ce routeur-là qui dit bah, pour atteindre ce réseau-là, il faut que tu passes par ce routeur-là. Alors, 2 petites secondes parce qu'on vient d'ajouter ce routeur et il n'est absolument pas configuré. Donc on va se le configurer. Donc l'interface, normalement c'est celle-là. On ne peut pas les voir les interfaces. Si. On ressent avec la souris dessus, c'est la 00 à gauche et 001 à droite. Donc à gauche, on veut cette IP-là. Donc on va lui donner 167.253. Ah oui, ok. C'est parce que faut qu'on configure celle-là, parce que sinon il va pas nous laisser faire. Donc 166.255.254 et 192, 167, 255, 253 et 2 fois 255. Ok.
Jusque là ça va. Ensuite l'ordinateur, donc on va l'appeler ordinateur E et ordinateur F. Ensuite les ordinateurs, il faut qu'on leur fasse la config. Alors 166.0.1. Ok. Ah non, mais ça c'est la default gateway. Donc la default gateway c'est notre routeur de ce côté-là. Donc 166.255.254. Et notre interface c'est 166.0.1. Ok, jusque là ça va. Et là pareil, ça c'est la default gateway, donc 166.255.254. Et toc toc toc, son IP 166.0.2. Ok, on va aller voir si ça fonctionne vite fait. Donc, si on fait ping 192.166.255.254. Ok, on ping. Est-ce qu'il arrive à ping son copain en face de lui? Tout à fait. Est-ce qu'il arrive à ping l'autre interface du routeur? Parce que oui, on peut faire ça. 192, 167, 255, 253. 253, j'ai dit. Ah, il arrive pas. C'est marrant ça. Pourtant, c'est son interface. Il devrait pouvoir le faire pourtant. Ouais, bon. Ok. Alors, est-ce que le routeur, lui, il arrive à ping lui? Est-ce qu'on a un... Ouais, on a le CLI là, tu vas me dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, la CLI, elle est là. Ok. Est-ce que ping, ça marche? Ouais, c'est bon, on peut faire un ping depuis cette interface-là. Donc ping 192, 167, 255, 254. Ouais, ok, il a... Ouais, c'est bon, il peut ping. Ça affiche un peu différemment que les autres, que les PC. Donc lui, il peut communiquer avec lui, ça c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on veut ping depuis lui, par exemple ce PC-là, bah on peut pas. Parce qu'en fait, ça arrive jusque là, et lui, il dit je connais pas la route. D'ailleurs, c'est bizarre parce que ça va fonctionner. On va regarder la simulation. Donc, ping. C'est bien parce que le fait que ça marche pas, ça vous montre aussi comment débugger ça. Ok, donc il fait sa petite vie. Ok. Ah, je sais pourquoi. Ok. Tu vois ce qui se passe en fait, c'est parce que eux, leur default gateway, elle est là. 192, 167, 255.254. Donc en fait, ce qu'il fait lui, c'est qu'il renvoie vers sa gateway. Ben, sa gateway, elle devrait d'ailleurs connaître. Attends, elle devrait connaître. Alors, normalement, elle est censée connaître. Ah oui, mais non, mais elle connaît pas le réseau 166. Ok, donc c'est bien ça qui se passe. Le ping, il arrive là. Lui, il connaît le réseau 167, donc il n'y a pas de problème. Lui, il le reçoit. Le problème, c'est que lui, sa default gateway, comme il connaît pas le réseau, c'est pas le même. Il va renvoyer vers sa default gateway qui est là, mais elle n'a pas la route vers ce réseau-là. Elle connaît que ce qu'il y a en fait ici à l'intérieur, mais elle connaît pas tout ça. Donc maintenant, pour que ça marche, il faut qu'on aille dans ce routeur et qu'on ajoute une route pour dire en gros, bah, je veux aller vers le réseau 192. D'ailleurs, c'est là. Juste enlever ça. 192, 166, 0.0, masque. Hop, 0.0, et next, hop. C'est là où il doit l'envoyer. 192, 167, 255, 253. Ok. Donc il l'a rajouté. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les commandes ici. Comment c'est fait. Ok. Donc maintenant, si on refait la simulation avec cet ordinateur, on refait un ping. Hop. Et là, ça revient correctement.
Donc là, si on regarde, on a bien eu une réponse du ping. Parfait. Maintenant, il faut faire la même chose dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que si on veut accéder de lui à lui, bah, ça va pas marcher non plus. On va avoir le même problème, en fait. Si je fais un ping... non, ça va marcher parce qu'il y a la default gateway. Donc il faut plutôt cibler cet ordinateur-là. Donc ça va pas fonctionner, logiquement. Ça, c'est du ping, je pense. Ouais, ça marche dans un sens, mais dans l'autre, il va dire je connais pas, je sais pas où c'est. Donc maintenant, il faut qu'on fasse une route ici. Config, routing. Donc on veut atteindre 192.168/16. Et on lui dit que bah, pour l'atteindre, il faut que tu l'envoies à ce routeur-là, ici. 192, 167, 255, 254. Hop. Et donc là, on va renvoyer. Alors, on refait ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là c'est parfait. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est nickel. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, les tables de routage d'un routeur, c'est vraiment ça. Bon, là, il n'y a qu'une seule route. Hein. Mais quand on parle de la route par défaut, bah, c'est cette route qu'on a définie juste ici. Default gateway. Ça, c'est la route par défaut. Elle peut être aussi notée un peu de cette manière-là. En fait, comme vous avez ici 192.168.0.0, bah, vous pouvez avoir, en fait, la route par défaut peut être notée 0.0.0.0.0 via quelque chose. Ça veut dire que c'est une route par défaut aussi. Et les routes, du coup, c'est rien d'autre que indiquer au routeur à qui il doit envoyer pour atteindre tel réseau. Donc ça, c'est les routes statiques parce qu'on les définit manuellement. Et il y a aussi des protocoles de routage dynamique où en fait les routeurs s'envoient des messages pour se découvrir dans le réseau et dire ben voilà, moi j'ai tel réseau qui sont connectés à mes interfaces, toi t'as quoi, etc., etc. Et en fait les routeurs ils s'apprennent mutuellement entre guillemets et le routage se fait presque tout seul. Voilà. En théorie. Je vais pas vous montrer ça parce que c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est bon à savoir. Donc on sait maintenant comment interconnecter plusieurs réseaux ensemble. C'est magnifique. Alors on va aller un tout petit peu dans les protocoles, c'est-à-dire comment ça marche ces petites enveloppes qu'on voit circuler. Donc là on fait que du ping, c'est pas grand chose. Donc le ping c'est cette chose-là qu'on fait. Alors ping, autrement appelé aussi ICMP, c'est juste pour vérifier s'il y a quelqu'un au bout de l'autre fil, entre guillemets. C'est un peu salut, est-ce qu'il y a quelqu'un d'un ordinateur à un autre, ou d'un ordinateur à sa passerelle, ou autre équipement réseau qui a une IP en fait, tout simplement. Alors attention, c'est pas un test fiable parce qu'un ping peut être bloqué par un équipement comme un pare-feu, donc faut pas l'utiliser en lui donnant 100% confiance. C'est-à-dire que si on ping pas, c'est-à-dire que ça ne marche pas du tout, qu'il n'y a pas la connexion, etc. Enfin, faut rester sceptique, c'est un outil, faut pas se fier à 100% dessus. Le ping peut être aussi utilisé par des applications de surveillance, comme par exemple Zabbix. Zabbix, c'est un outil open source de surveillance, de monitoring d'équipements. Donc Zabbix peut par exemple envoyer des pings en permanence toutes les X temps à l'ensemble de vos équipements réseau pour les surveiller, pour voir s'ils fonctionnent toujours. Et s'il y en a un qui arrête de répondre, il va vous envoyer une alerte mail ou autre chose. Voilà, ça sert à vous prévenir. Ensuite, on a le protocole UDP. Alors, le protocole UDP, on va comparer ça à la poste, la différence entre UDP et TCP. UDP et TCP qui sont les deux à connaître absolument si vous voulez faire du réseau dans votre vie. UDP, ça va être comme un envoi simple de lettres sans attendre de réponse. C'est-à-dire que l'ordinateur il va envoyer des paquets, mais il va pas attendre la réponse en l'accusé de réception, quoi. C'est comme une lettre sans accusé de réception. Et où est-ce qu'on utilise ça? C'est par exemple dans les cas de conférences vidéo ou autre. Ce qui nous importe, c'est d'envoyer un flux vidéo, mais pas forcément d'être sûr que chaque morceau du flux vidéo a été reçu.
Vous savez, par exemple, vous allez dans une conférence vidéo avec quelqu'un, vous appelez avec WhatsApp ou quelque chose, et la vidéo elle grésille parfois. Mais ça, c'est les morceaux de paquets qui n'ont pas été reçus quelque part ou pas envoyés ou qui se sont perdus en cours de route. Bah, du coup, ça grésille la vidéo. Mais vous voyez, ça, c'est pas très dérangeant qu'on ne le reçoit pas. Par contre, ça permet d'alléger le trafic réseau parce qu'il y a beaucoup moins d'échanges d'informations. On n'a pas besoin de cet accusé de réception. Du coup, ça va plus vite, en fait. Ou alors dans un jeu vidéo aussi, on peut avoir tout ce qui est VoIP, donc tout ce qui est quand vous parlez dans le jeu vidéo, par exemple Counter-Strike, ça va être envoyé en UDP. Parce que on n'a pas besoin d'avoir l'accusé de réception que chaque tonalité de votre voix a été transmise. Alors du coup, maintenant le TCP, c'est quoi la différence? C'est que c'est comme une lettre à la poste, mais avec accusé de réception. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur A va envoyer un paquet. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Franchement, ça peut être, je sais pas moi, un paquet pour un jeu vidéo ou un mail ou quelque chose. Franchement, c'est tout et n'importe quoi. Il va l'envoyer et il va demander est-ce que tu as reçu? Et il va attendre en fait l'accusé de réception. Donc il va envoyer un SYN. C'est ce qu'on appelle. C'est souvent posé d'ailleurs comme question lors des recrutements pour un job, surtout en réseau. Ils vont vous demander c'est quoi le three-way handshake, ou expliquez-moi le protocole TCP, ou expliquez-moi ce que c'est SYN, SYNAC, ACK. Ok. Donc il envoie le SYN, il attend une réponse. L'ordinateur B va lui dire oui j'ai bien reçu, donc SYNAC. Et l'ordinateur A va répondre une troisième fois pour dire oui j'ai bien reçu que tu as reçu. Donc j'ai bien reçu ton message d'accusé de réception. Donc il va renvoyer un ACK. C'est aussi simple que ça. Là où on va vouloir l'utiliser surtout, c'est quand on veut être sûr que l'information elle est bien arrivée jusqu'à la destination et qu'il n'y a pas eu de perte. S'il y a eu une perte, en fait, l'ordinateur va attendre un peu et il va recommencer son envoi. Et comme ça, les paquets perdus ils vont être restitués à l'ordinateur B. Ok? J'espère que j'ai pas perdu tout le monde jusque-là, parce qu'on va passer sur le modèle OSI. Alors, donc le modèle OSI, à quoi ça nous sert? Alors, c'est juste un modèle théorique qui permet de faire abstraction en fait avec la réalité, il permet surtout de standardiser le fonctionnement d'un réseau. Donc, on a cette couche. Alors, il existe d'autres modèles, hein. Il y a aussi le modèle, il me semble, TCP/IP de mémoire. Mais moi, j'ai appris avec celui-là pendant mes études et du coup, j'utilise celui-là quand j'en ai besoin. Alors, en fait, ça va vous permettre de plus facilement visualiser ce qui se passe dans un réseau et surtout en cas de panne, de débugger couche par couche. Donc, en fait, on va se poser la question sur quelle couche ça merde. Alors, c'est quoi ces couches? Donc, on va commencer par la plus basique, donc ça va du truc le plus bas, c'est-à-dire le signal électrique ou optique qui passe par un câble ou une fibre optique, et ça finit par ce qui se passe dans votre ordinateur, dans un serveur ou autre, au niveau de l'application. Ok. Donc la couche physique, ça va être vraiment les signaux électriques, optiques, ce qui passe par le câble, l'impulsion, quoi. Les électrons qui se déplacent, si tu veux. Ensuite, on a la couche liaison, qui va être la communication au sein d'un même réseau, tout simplement, donc par adresse MAC, ce qu'on a vu au tout début. Ensuite, on va avoir la couche réseau, donc ça va être tourné autour de l'IP, autour du routeur. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un routeur est un équipement de niveau 3. C'est parce qu'il arrive à communiquer avec les IP, pas avec l'adresse MAC. Et ensuite, on va avoir la couche transport. Transport de données, donc ça va être les protocoles qu'on vient de voir, UDP, TCP, etc. Et en fait, ça va s'encastrer comme ça. C'est qu'on va avoir... on peut partir même dans l'autre sens. On va dire, ok, c'est quoi mon paquet? Comment il part d'un côté à l'autre? Il faut que si on le décompose, c'est la communication entre deux réseaux. Si on le décompose encore plus, il y a la communication avec des adresses MAC. Et si on le décompose encore plus, c'est les signaux électriques qui sortent de votre carte réseau. Voilà. Ces trois couches-là, on m'a jamais dit de me pencher trop dessus parce que c'est plutôt pour les développeurs. Ça se passe côté logiciel. On peut parler des sockets Linux, etc. C'est pas très utile pour notre petit cours réseau. Et on va finir par les VLAN. Alors les VLAN, à quoi ça sert? Pour le VLAN, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas tout faire en GUI.
Donc là, j'ai configuré un petit réseau. Alors en réalité, on a deux réseaux, donc on en a un là et un deuxième ici. Donc un qui est sur le VLAN 10. Donc le 10, 20, en fait tu mets ce que tu veux comme numéro. Il y a des VLAN qui sont réservés quand même à certaines choses, mais globalement tu peux mettre ce que tu veux. Donc moi j'ai mis 10 pour celui-là, qui est le réseau 192.168, et 20 pour celui-là, qui est 192.169. Voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que imagine, tu as, je sais pas moi, qu'un seul routeur ou qu'un seul switch en fait, mais tu as besoin de deux réseaux. Tu peux pas acheter un deuxième switch ou je sais pas moi, ton routeur, il n'y a plus d'interface disponible. Pour des raisons de limiter le nombre d'appareils réseau dont tu as besoin, en fait, tu vas utiliser des VLAN. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, si tu regardes, lui, il a cette. Attends, c'est où cette truc là? Lui, il a cette IP 192.168.0.1 avec cette passerelle là, qui est en fait une interface virtuelle dans ce routeur. Et lui, il a cette IP là, et c'est sa passerelle, c'est 169.0.254, qui est une autre IP, enfin qui est une autre interface virtuelle de ce routeur là. Physiquement, cette interface, elle est connectée ici, il n'y a qu'un câble. Mais c'est comme si tu avais deux câbles virtuellement dans ce câble là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'imagines que dans ton câble, il y a deux câbles. Comme si. Bah, c'est ça les VLAN en fait concrètement. Donc ce qui se passe si je ping par exemple de cet ordinateur là, on va faire simulation. Hop, on va pinguer donc de lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Regarde. Hop, ça va vers le switch. Le switch l'envoie vers sa gateway qui est là. Lui ensuite il le renvoie ici. Qui passe par l'autre gateway en réalité. Mais comme c'est un seul équipement, tu vois pas la transition. Et en fait, à chaque fois que ça a besoin de passer d'un réseau à un autre, bah, ça traverse ce routeur qui en fait fait l'interface de deux réseaux avec un seul câble. Mais tu peux en mettre autant que tu veux. Tu pourrais faire 15 réseaux comme ça en fait, avec un seul routeur. C'est ça l'avantage, et même 15 réseaux avec un seul switch. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il faut passer par l'interface, la ligne de commande. Enfin, pardon, la ligne de commande. Donc, si je vais dans la ligne de commande, par exemple, si je fais exit, même encore une fois exit, normalement, tu arrives sur un switch, il est comme ça. Il te dit press return to get started, chez Cisco. Hein. Et ton switch, il est comme ça. Tu vas remarquer qu'il y a un petit chevron ici. C'est-à-dire que ton switch, tu es en mode read-only, en gros. Tu peux pas faire grand-chose. La plupart des switches en entreprise ont un mot de passe. Donc, si tu fais la commande enable, ou EN tout simplement, tu vas passer avec ce dièse. Ce dièse veut dire que tu as les accès full. Donc normalement à ce moment-là, on te demande un mot de passe, mais là il n'y en a pas forcément. Ok. Ce que tu peux faire, ce qui est génial avec les switches Cisco, on va le mettre là. Tu peux faire sh run, sh ou show run. Et en fait, ce qui va se passer, si tu continues à appuyer sur espace, ça, c'est toute la config de ton switch. En fait, si tu copies-colles ça dans un switch, tu vas cloner le switch, il va fonctionner pareil, tout simplement. Donc, j'ai dû passer quelques commandes que je vais t'expliquer rapidement sur comment je vais paramétrer ça, mais je te laisse regarder un tuto sur internet sur les VLAN chez Cisco, comment ça marche exactement. Ce que j'ai dû faire, en fait, c'est passer cette interface qui est là, lui dire, on lui donne l'accès VLAN 10, celle-là, on lui donne l'accès VLAN 20. Et celle-là, il fallait la déclarer dans un mode un peu plus spécial, ce qu'on appelle un trunk chez Cisco. C'est comme un puits en fait où tu peux mettre plusieurs VLAN. Alors là, il va falloir expliquer. Donc là, c'est comme un gros tuyau de jardin d'arrosage où tu as tout qui passe dedans. Et là, c'est des petits tuyaux où tu n'as qu'un VLAN qui passe dedans. Alors, je vais essayer de te l'expliquer avec le schéma, ça va être plus facile. Ok, donc j'ai recréé ce qu'on a sur Packet Tracer ici, sur ce schéma pour mieux t'expliquer. En fait, ce qui se passe, sur une interface comme ça, où l'ordinateur ne sait pas qu'il est dans un VLAN, en fait, pour lui, il a juste une IP, ça s'appelle une interface qui est non taguée. Et une interface non taguée permet d'utiliser qu'un seul VLAN. Donc en fait, l'ordi, lui, il sait pas. Pour lui, il est dans un réseau, il sait pas dans quel VLAN il est.
il n'y a que le switch en fait qui va être paramétré pour dire, bah, je sais pas moi, l'interface FA 01, c'est le VLAN 10. Mais tu pourras pas mettre deux VLAN sur cette interface-là si elle est non taguée. Une interface taguée, ça va être une interface où en fait autour des paquets, il va y avoir d'autres paquets qui vont se mettre. Si tu veux, c'est pour ça qu'on appelle ça une encapsulation, parce que par exemple sur ton message original, par exemple, imaginons ton message c'est Toto que tu vas envoyer, tu vas rajouter un tag devant et derrière qui va dire VLAN 10 Toto VLAN 10. Imaginons, hein, c'est pas vraiment ça, mais ça te permet de comprendre. Et en fait, grâce à cette encapsulation, tu vas pouvoir envoyer par le même tuyau des messages qui commencent par exemple par VLAN 10, Toto, VLAN 10, bah, les équipements, ils savent que c'est pour les VLAN 10 en fait. Ensuite, tu vas avoir d'autres messages, ils vont commencer par VLAN 20 par exemple. Et tes équipements, ton switch, ton routeur, ils vont le savoir. C'est là que c'est un VLAN tagué. Quand tu tags en fait une interface avec des VLAN, tu peux mettre plusieurs VLAN dedans et tout peut passer dedans. Et du coup, notre interface qui est taguée, c'est ce gros tuyau là qui est entre le switch et le routeur, qui nous permet de brancher qu'une seule interface, qu'un seul câble, et avoir les deux réseaux qui transitent dedans. Là, c'est 2 dans cet exemple, mais dans une entreprise, ça peut être facilement 10, 20, 30 réseaux qui passent par le même tuyau, qui permettent de séparer facilement plusieurs morceaux d'entreprise plutôt que de faire un gros réseau à plat. Voilà, donc j'espère que tu as compris ce que je voulais dire, parce que c'est pas un concept simple à expliquer, je trouve. Mais globalement, en gros, on a un réseau ici, un deuxième là, et grâce à cette histoire de VLAN, où là c'est pas tagué, donc l'ordinateur il sait pas, là c'est pas tagué, il sait pas donc quel VLAN il est, mais là c'est tagué, mince. Mais là c'est tagué ici, et du coup bah, le switch il peut envoyer les deux sur les deux réseaux au routeur. Et grâce à ça, tout fonctionne bien. Alors bien entendu, on peut avoir plusieurs switches et avoir des ports entre ces switches qui sont tagués eux-mêmes. Comme ça descend en cascade en fait. Tu peux avoir un deuxième câble comme ça, en gros, câble entre guillemets, avec un deuxième switch ici. Et tu peux avoir des interconnexions comme ça avec plusieurs VLAN. C'est tout à fait possible. Donc j'espère que tu as compris comment ça fonctionne. Alors juste, donc je reviens à là. Tu as cette belle commande. Pourquoi je voulais te montrer cette commande? Oui, tu as cette belle commande showrun qui te permet de montrer toutes les commandes qui ont été utilisées. Oui, donc maintenant que je t'ai expliqué le VLAN tagué et pas tagué, tu vois, là tu as l'interface, quand tu mets ça sur l'interface switch port access VLAN et le numéro du VLAN, c'est une interface qui est pas taguée. Et si tu mets switch port trunk, déjà mode trunk parce que pour dire que c'est une interface où les VLAN sont tagués, chez Cisco ça s'appelle un trunk. Et ensuite switch port trunk allowed VLAN et les numéros de VLAN, tu as tous les VLAN qui peuvent transiter dans ce tuyau, tout simplement. Donc pour faire ça, pour configurer par exemple cette interface là, on n'a rien de plus simple qu'à faire. Alors là on est dans ce mode là où on a le dièse, il faut faire conf t ou conf terminal, ça marche aussi. En fait, il y a beaucoup de raccourcis. Une fois qu'on est dans ce mode là, il faut sélectionner l'interface qu'on veut configurer sur ce switch. Donc interface, on peut copier-coller hein, tout ça, hop. On va dire qu'on veut configurer, allez, imaginons on veut rajouter l'interface Fast Ethernet 04 au VLAN 20. On va faire ça, hop. On peut aussi dire INT FA 04, hein. Ça marche aussi. On va dire no shut déjà pour dire qu'elle n'est pas éteinte cette interface. Si vous voulez l'éteindre, vous pouvez mettre shut. Voilà. D'ailleurs, on a un petit message de debug. Mais on va dire no shut. On va dire, donc elle est down cette interface parce qu'elle n'est pas connectée. Il n'y a rien de connecté dessus, mais elle est administratively down, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas éteint depuis la ligne de commande. Ensuite, on va dire, donc on veut que cette interface accède à l'OVLAN 10, mais on veut dire aussi qu'elle fonctionne dans un mode non tagué. Donc, switch port mode access. Là, notre interface est le mode non tagué. Si on veut le mettre en mode trunk, on fait switch port
mode trunk. Donc là, on est mode trunk, mais on va remettre comme avant. Et switch port access VLAN 20. Ça va nous permettre d'avoir cette interface, à lui permettre d'accéder au VLAN 20. Ok, on va faire exit, show run. Hop, plusieurs fois espace pour défiler. Et on va regarder, notre interface, elle est bien configurée. Ok. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas mode access, parce que c'est le mode par défaut, vous n'êtes pas obligé de le dire, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si j'éteins mon switch et que je le rallume, il va perdre toute cette config. Il va remettre la config d'avant. Donc, ce qu'il faut faire pour sauvegarder sur les équipements Cisco, il faut faire un petit write. Et là, c'est bon. Ok, ça c'est pour le switch. Pour le routeur, c'est encore plus compliqué. Mais je vais vous montrer ça. Donc on a pareil, c'est à peu près pareil. On a le routeur là avec le chevron. On va faire EN et show run. Hop. Et là, on a notre interface. Alors notre interface, c'est celle-là qui est utilisée. Elle n'a pas d'IP. Ça, c'est notre interface physique. En fait, ce qu'il faut faire sur un routeur, c'est qu'il faut créer des interfaces virtuelles qui représentent l'interface dans un VLAN et leur donner une IP. Donc on a cette interface virtuelle qui est à l'intérieur de cette interface-là, qui s'appelle Fast Ethernet 0/0.1. Comme tu peux voir, ça commence par la même chose que l'interface physique, mais tu rajoutes un point quelque chose. Donc si tu veux en créer une troisième, tu feras 0.3 par exemple. Ensuite, on lui dit qu'on veut utiliser du VLAN, donc on lui dit qu'on va encapsuler nos paquets avec le standard protocole .1Q, donc .1Q, qui est le VLAN, et on lui dit le numéro de VLAN dans lequel se trouve cette interface virtuelle. Et après, on lui donne l'adresse IP avec le masque. Ok, jusque là ça va. Et c'est tout ce qu'il faut. En fait, c'est tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc imaginons, on veut maintenant rajouter un VLAN 30. On va faire conft. On va lui dire tout simplement interface Fast Ethernet 0.3. Hop, on a créé une nouvelle interface en fait. Ok, donc on est dans la config de la sous-interface. Et ensuite, on va lui dire encapsulation .1Q et le numéro de VLAN. Donc 30 dans ce cas-là. Et on va lui donner une adresse IP. Je sais pas moi. Non, ça j'ai déjà fait. Ah mince, j'ai quitté. Bon. Alors donc on revient dessus. Si ça nous arrive, c'est pas grave. Interface FA0/0.3. Ah oui, j'ai fait un chat. Ok. Donc IP, adresse. Je sais pas moi, on va aller dire 180. Je sais pas, 165.0.0 255. Comme ça, imaginons. Ah oui. 254. Voilà. Exit, show run. Et on a notre nouvelle interface avec nos nouveaux VLAN qui est prête à router en fait. Qui est prête à router si on configure notre switch. Bon, allez, vu qu'on en est à là, on va le faire. On va rajouter un troisième ordi. Hop. PC, on va l'appeler PC VLAN. Je peux le changer. PC VLAN 30. Voilà, comme ça. C'est simple. Et c'était 165 hein, qu'on a mis comme IP. « 165.0.254 » on a mis sur lui pour le VLAN 30. Ok. On va lui donner une IP. 192.165.0.1 et sa gateway 192.165.254. Ok. On va le connecter à un port.
Ok, mais ça va pas fonctionner tout de suite. Là, si on ping notre passerelle ou quoi que ce soit, ça va pas fonctionner parce qu'on n'a pas encore configuré le VLAN sur le switch, le VLAN 30. Ok. Donc FA04. Alors, on va aller sur le switch. On va faire show run. Ensuite, on a quoi? Toc, 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 toc. Ah bah on a déjà mis le VLAN 20. Bon bah on va le changer. Conf T. Interface FA0/4. FA0/4 VLAN 20. Donc on va faire switch port access VLAN 30. Voilà, VLAN does not exist, il a créé le VLAN. Parfait. Exit, exit, show run. On est bon. C'est bien ça, hein, c'est le FA04. Ouais, c'est ça. FA04. Ok, on est bon jusque là. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est de rajouter sur ce gros tuyau qui est là. Je te remets le schéma d'avant, qui est là. Il faut qu'on tag le LAN 30 dedans. Il faut qu'on dise, bah, tu peux envoyer du trafic LAN 30 dedans, en fait. Donc, il est où mon switch? Donc, hop, conf T. On va revenir sur FA02. Donc, interface FA0/2. Et on va copier ça. Il faut surtout le copier-coller, en fait, avec tous les VLAN. Parce que si tu fais juste ça, si tu fais juste 30, tu vas enlever les VLAN d'avant et tu vas couper, si c'est dans une entreprise, tu vas couper le tuyau. Donc c'est pas bon. Donc il faut que tu remettes les VLAN qu'il y avait avant. Pas de VLAN list. Alors pourquoi pas de VLAN list? Là ça passe. Avec un 30 ça... Ah bah si ça passe. Pourquoi il me l'a rajouté avant? Bon, j'ai pas compris. Ok, show run. Donc on a le 30, parfait. Ok, on va faire un write. Et là, normalement, si on n'a rien oublié, qu'on a tout bien configuré comme il faut, donc c'est bien 165.0.254, normalement, mon PC, maintenant, il peut déjà ping sa passerelle. Donc, 65.0.254, ça marche. Jusqu'à là, on a confirmé que on a bien configuré ce lien-là et ce lien-là. Et si je ping maintenant 169.0.1, ça marche aussi. Donc on a 3 réseaux maintenant sur ce même équipement. Enfin, juste avec ces 2 équipements. C'est magnifique, non? Une petite dernière astuce, si jamais ça vous arrive de faire du CLI Cisco comme ça. Donc un switch, si vous ne faites pas un write, il va redémarrer et il va perdre sa configuration, comme je vous ai dit. Des fois, quand vous faites une opération sensible, pour ne pas devoir vous déplacer pour redémarrer un switch, si jamais vous faites une bêtise et vous vous coupez la main, ce qu'on fait, c'est qu'on met un timer. On peut programmer un reboot du switch à une heure précise. Par exemple, vous donnez 10 minutes pour faire vos configs. Si au bout de 10 minutes, vous n'avez pas fait de write, votre switch va redémarrer. Et il va recharger la conf qu'il avait avant et vous allez retrouver la main. Ça, c'est une petite astuce de ce que vous pouvez faire en entreprise pour vous éviter d'aller chercher un switch, par exemple, qui est dans un hangar, va mettre au-dessus du sol, qui est difficilement accessible, quoi. Je parle d'expérience. Voilà, voilà. Et le dernier point qu'on va aborder, là, on a fait un peu le tour de tous les concepts qui existent. Je vais vous montrer un petit schéma, un exemple de schéma réseau d'une petite entreprise, de comment ça fonctionne la plupart du temps en entreprise, un réseau. Vous allez avoir votre pare-feu qui fait routeur en même temps, en fait. Ce pare-feu, en fait, il va avoir des technologies comme l'antivirus, un système de prévention d'attaque, ce genre de choses. Donc plein de systèmes de sécurité qui va être lié à Internet par un tuyau. Donc vous allez avoir une box chez un opérateur comme SFR ou autre qui sera là. Et donc derrière, vous avez votre pare-feu. Et ce pare-feu-là, derrière, il va router vers les différents réseaux.
Et également, vous allez avoir des règles dedans qui disent, on a le droit à accéder à ça. Lui, il a le droit enfin, le serveur web a le droit de parler à lui, j'en sais rien. Tu vois. En fait, ce qui va se passer aussi, c'est que tout va être bien, dans le meilleur des mondes, hein, bien séparé. Donc, tu vas avoir un réseau DMZ. Alors, DMZ, ça s'appelle une zone démilitarisée. Ça vient du militaire, je crois, je suppose. Mais en fait, cette DMZ, ça va te servir à isoler des équipements un peu à risque. La plupart du temps, c'est des équipements qui sont censés être accessibles depuis Internet. Mais tu vas les isoler dans un réseau à part. Pour pas que, si jamais le truc qui se fait péter, ça puisse accéder facilement à d'autres équipements, comme par exemple les PC de la direction. T'imagines? Voilà. C'est pour ça qu'on va appeler ça une DMZ. Ensuite, tu vas avoir un réseau serveur classique qui n'est pas forcément accessible depuis l'extérieur. Donc, tu peux avoir un serveur Active Directory, le serveur d'impression de l'entreprise, etc. Et après, tu vas avoir plusieurs VLAN qui peuvent être des VLAN lambda. Tu peux avoir un VLAN pour les PC, par exemple, un VLAN pour les imprimantes, un VLAN pour les téléphones. Là, c'est ce que j'ai représenté avec des couleurs différentes. Par exemple, tu vas avoir un trunk, ou on peut l'appeler aussi un uplink, avec trois VLAN différents dedans. Le VLAN 97, là j'ai choisi le numéro comme ça avec les téléphones. Tu vas avoir le 98 les imprimantes de la compta et 99 les utilisateurs. Voilà. Tout ça, on va en fait le séparer dans des petits réseaux virtuels, mais sans forcément rajouter beaucoup d'équipements physiques autour. Et ça va nous permettre de bien maîtriser ce qui se passe. On peut tout de suite savoir que il y a l'imprimante qui est en train d'essayer de requêter notre serveur AD et c'est pas normal. Par exemple, essayer en permanence de lui envoyer des requêtes bizarres. On peut se dire, ok, l'imprimante, il y a quelqu'un qui a injecté un logiciel dedans et essayer de nous attaquer depuis l'intérieur, sauf qu'elle va pas y arriver parce que il y a beaucoup trop de ségrégation en place, par exemple. Voilà. Donc j'espère que avec ce long tutoriel sur le réseau, tu as toutes les bases qu'il te faut maintenant pour te développer dans ce domaine. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit like si ça t'a plu et me dire en commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou au contraire si ça t'a aidé pour tes études ou pour autre chose. Voilà, n'hésite pas. Et merci d'avoir regardé jusque-là. C'était bien long et à bientôt.